Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes les bienvenus donc à cette émission matinale, la vôtre d'ailleurs, c'est bien la cour commune. Aujourd'hui, jeudi, nous faisons un tour dans l'univers de ces personnes que beaucoup ont du mal à accepter. Peut-être des personnes qui suscitent parfois curiosité, parfois interrogation. Vous les côtoyez peut-être dans votre environnement immédiat, vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Est-ce que leurs peaux sont aussi claires? Comment est-ce que tout cela s'explique? Nous allons essayer d'en parler sur le plateau. Il s'agit bien des albinos. Chers téléspectateurs, faisons un tour donc dans leur univers ce matin pour en apprendre davantage. Les raisons pour lesquelles ils sont peut-être un peu mal vus dans la société. Comment est-ce qu'il faut faire pour les intégrer davantage à notre société? Bien sûr, également leurs droits en tant que personnes autour de nous. Nous allons donc échanger autour de tous ces aspects. Pour l'instant, je suis avec Alilatou Dramane. Bonjour. Bonjour Brunel, chers téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Également sur le plateau, le médecin Félicien Edou. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Merci d'être avec nous, toujours au rendez-vous. Ce matin, nous parlons donc des albinos. Il est important que nous sachions davantage comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot albinos. Je voudrais d'abord demander à Alilatou ce que vous en savez. Les albinos, ce sont des personnes qui souffrent d'albinisme, si je ne me trompe. Et l'albinisme est un trouble génétique qui se caractérise par l'absence de pigments, soit dans les yeux, sur la peau ou les cheveux de ces personnes-là qu'on qualifie d'albinos. Très bien. Donc, de pigments. En fait, c'est le déficit, je vais dire, d'un pigment dans leur corps qui fait que, justement, ils ont une peau aussi claire. Est-ce que vous en côtoyez dans votre environnement? Pas vraiment, mais quelquefois, oui. J'ai rencontré des personnes albinos avec qui j'ai discuté, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. C'est vrai que, bon, tout le monde n'a pas forcément la chance de le faire. Docteur Edou, l'albinisme, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Merci beaucoup. C'est un sujet intéressant parce que lorsqu'on est un peu différent des autres, le regard est directement porté sur nous. Absolument. Et sans pour autant qu'on comprenne ce qui s'est arrivé. Est-ce que c'est des personnes qui ont décidé d'être comme ça ou bien c'est l'univers qui a décidé de faire ce choix pour eux? Et quand c'est comme ça, il faut devoir supporter et accepter dans la société. Et là, on est là pour expliquer ce que c'est, comment on est arrivé là. Oui. Alors, l'albinisme, ça regroupe un ensemble d'anomalies au niveau qui est héréditaire d'abord, qui se passe au niveau de la mélanine. C'est-à-dire, c'est une anomalie de biosynthèse de la mélanine au niveau des cellules spécialisées dans la sécrétion de ces mélanines-là. Mais généralement, c'est d'origine génétique. Ces mélanines, c'est ce qu'on retrouve généralement au niveau de la peau, au niveau des yeux. D'accord. Donc, le noir, oui, vous allez voir qu'il y a un noir. Ensuite, à l'intérieur du noir, il y a encore un autre noir. Oui. Donc, le noir qui est grand, on appelle l'iris, et le petit, on appelle la rétine. Donc, ce sont ces cellules-là qui se situent à ce niveau, qui sécrètent les mélanines, qui colorent la couleur des yeux, la couleur de la peau, qu'on a la couleur noire. Et c'est une couleur qui permet de protéger contre les rayons ultraviolets. Très bien. Donc, ces personnes n'ont pas ces personnes, en nombre suffisant, mais en quantité suffisante. Ça peut être totalement que toutes les cellules ne sécrètent pas de la mélanine. Là, on parlera d'albinisme total, qui est oculo-cutané. Ou peut-être c'est seulement au niveau des yeux qu'on a cette anomalie-là, qui ne sécrète pas la mélanine au niveau des yeux uniquement. On parlera simplement de l'albinos ophtalmique. D'accord. Donc, ceux qui ont un déficit au niveau des yeux n'ont pas forcément la peau... Non. Ils peuvent avoir la peau très noire et avoir les yeux totalement décolorés. Très bien, d'accord. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, tout le monde n'a pas forcément l'habitude de les côtoyer, mais il y a quand même certaines, certaines appréhensions sur la manière dont ils doivent vivre et tout. Et est-ce que vous en avez aussi entendu parler? Bien évidemment, on est en Afrique et on sait que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, partout, il y a des appréhensions sur les albinos, notamment sur leur capacité
à être, déjà des sorciers, qu'on les traite souvent de sorciers. Après, on estime qu'ils ont cette capacité, ce pouvoir-là de vous accorder de la chance, d'apporter de l'argent, de faire fleurir votre vie, votre jeunesse, ce qui fait qu'ils sont souvent sujets aux discriminations, qu'on utilise leurs organes pour des sacrifices, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dénotent de nos cultures et qu'on essaiera de comprendre bien évidemment avec le sociologue, mais qui fait que ces albinos sont toujours en danger parce que souvent on les prend pour, entre griffes, des objets qui peuvent, ou des personnes, des êtres humains qui peuvent servir à des sacrifices pour d'autres, pour avoir une vie meilleure, une vie florissante. Il y a beaucoup de pays, par exemple en Tanzanie et en Burundi, il y a quelques années, il y a une étude qui a prouvé que un organe d'un albinos peut être vendu à $2000 parce que ça sert à faire fructifier les mines d'or et donc les albinos sont sujets de décapitation, on les séquestre, on les tue, on utilise les organes pour faire des sacrifices, pour faire fleurir les mines ou pour apporter de la chance dans ces affaires. C'est culturel, c'est culturel en Afrique et c'est dommage parce que ce sont des êtres humains comme nous et qu'on devrait respecter. Absolument. Vous l'avez dit, on va essayer d'en comprendre les motifs un peu plus tard avec le sociologue. Néanmoins, je voudrais d'abord qu'on s'accentue sur le côté sanitaire. C'est vrai que ces personnes, étant donné qu'ils ont un déficit dans la production de la mélanine, est-ce que, disons, il y a des recommandations au plan sanitaire qu'elles doivent respecter? Bien sûr, bien sûr. Parce que lorsque vous êtes avec, par exemple, l'albinisme ophtalmique purement, c'est-à-dire au niveau des yeux, les mélanocytes qui sécrètent la mélanine au niveau des yeux ne se sont pas sécrétés et que les yeux sont décolorés, qui donnent l'aspect un peu bleu ou bien ça vire au rouge. Là, ça veut dire que cet individu, quand il va se retrouver en présence du soleil, il aura du mal à bien voir. Donc, ce sont généralement des gens malvoyants, parce qu'on ne va pas les dire, c'est le meilleur terme qu'on emploie, malvoyants, parce qu'ils n'arrivent pas à voir loin, même de près, c'est toujours difficile parce que quand les rayons du soleil sont très forts, ça pénètre directement au niveau de la rétine. Ils n'ont pas une barre de protection en quelque sorte. Voilà, cette protection que nous, les autres, on a au niveau de l'œil, et ils n'ont pas cette protection, c'est que c'est difficile pour eux de s'exposer aux rayons de la lumière. Donc, on les demande de porter souvent des verres qui filtrent les rayons ultraviolets. Donc, ça permet d'arrêter toute la pénétration des rayons au niveau de la rétine. Donc, ces verres, on les conseille généralement d'en porter en permanence s'ils se retrouvent dans les milieux où il y a plus d'éclairage, c'est de mettre des verres ultraviolets. Maintenant, quand on revient au niveau de la peau également, lorsque vous n'avez pas la mélanine, c'est ça qui nous protège contre les rayons ultraviolets. C'est ce qui arrive exactement à ceux qui se sont dépigmentés, qui ont décidé volontairement de décaper cette couche noire. Là, ils sont exposés facilement au derrière des rayons pour avoir facilement des affections dermatologiques. Donc, on les demande généralement aussi de bien s'habiller et protéger surtout le maximum d'endroits où ils peuvent protéger avec les habits pour permettre à ce que ces rayons-là pénètrent les peaux. Et encore que chaque albinos aussi est différent l'un en fonction de l'autre. Il y en a qui sont beaucoup plus résistants, il y en a qui sont moins résistants. Donc, chaque organisme doit être adapté en fonction de son système immunitaire et autres. Donc, ce n'est pas que c'est vrai qu'il y a des mesures standards pour tout le monde de se protéger contre les rayons, de s'habiller, mais particulièrement pour chaque individu maintenant, il y a encore d'autres choses qu'il faut voir en fonction de son état de santé. Très bien. Alors, vous avez dit un peu plus tôt que c'est une maladie héréditaire. Héréditaire, c'est vrai que certains parents, on le constate, même malgré qu'ils soient de couleur ou bien de peau très noire, vont faire des enfants albinos et ne comprennent pas forcément d'où vient le problème. D'accord. Comme on le disait, l'albinos, c'est une maladie génétique qui ne dépend pas de l'enfant qui est albinos, qui dépend plutôt des parents et de ses ancêtres, ainsi de suite. Quand ça se trouve dans une famille, c'est une maladie qu'on va catégoriser en deux groupes. Comme je le disais, le partiel, qu'on appelle ophtalmique, c'est-à-dire c'est purement au niveau des yeux, la couleur de la peau est noire, mais les yeux, vous voyez que c'est totalement décoloré. Cette forme-là est liée au gonosome X, c'est-à-dire c'est côté sexuel, c'est-à-dire soit c'est l'homme qui transmet à l'homme ou la femme. Donc, dans ces cas-là, c'est la femme qui transmet à l'homme. Et c'est généralement, ce sont les hommes qui sont malades.
vous ne verrez jamais une femme qui a albinos ophtalmique parce que c'est lié au chromosome X et c'est récessif. Et c'est la femme qui donne les X à l'homme et l'homme donne les Y. Et ce qui fait les XY. Donc ça, c'est porté par les X. C'est là l'homme reprend l'allèle X chez la maman. L'homme va d'office développer la pathologie. La deuxième catégorie, c'est ce qui est total, qui est ophtalmique et puis cutané. On dit albinisme oculo-cutané. Ça là, c'est général et c'est récessif. C'est récessif, ça veut dire que c'est de façon aléatoire. Et là, c'est porté par le chromosome 15. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que nous, les êtres humains, on a 46 chromosomes. Donc, en père, c'est le 15e, au niveau du 15e, là, que se situe le problème de cette anomalie génétique. Et là, ça se transmet de façon aléatoire. Maintenant, si ça peut être fille, ça peut être garçon, que ça va apparaître, là, on ne peut pas contrôler cette transmission-là, impossible. Donc, si vous avez l'allèle et que, par malchance, votre enfant prend l'allèle, forcément, il serait albinos. Donc, ça ne dépend pas de l'enfant qui naît, ça dépend juste du hasard et de ça ne dépend d'ailleurs pas des parents en réalité, parce qu'ils n'ont pas le contrôle dessus, ils n'ont pas le pouvoir dessus de dire je vais éviter. C'est une maladie qu'on peut éviter, non. C'est que c'est aléatoire, c'est en venant qu'il vient ainsi. Tout simplement. Alilatou, vous avez suivi un peu les explications du docteur. C'est vrai que tout cela, on l'avait expliqué un peu plus tôt au collège, essentiellement. Mais c'est toujours que la situation n'est pas pourtant partagée, intégrée par tout le monde et autres. Oui, il y a de la stigmatisation envers les albinos. Tout ce qui est différent interpelle, tout ce qui est différent appelle à la curiosité. Et quand on ne comprend pas et quand on se base sur les a priori, les appréhensions, les préjugés, c'est très vite qu'on commence par se méfier de ces personnes-là lorsqu'on vous raconte des histoires qui ne sont pas réelles ou que vous commencez par vous interroger. C'est venu à l'école quand on est en classe et que vous constatez que votre camarade est différent, il est plus clair et il a des yeux clairs, ses yeux ne sont pas noirs, il a des cheveux clairs. On se demande pourquoi lui, il est différent. Et quand on commence par entendre que ce sont des enfants sorciers, qu'on peut les utiliser pour ci et pour ça, on se dit alors ce ne sont pas des personnes comme nous. Elles ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Soit vous avez peur d'elles, soit elles ont peur de vous puisque vous constituez des menaces pour leur vie, pour leur santé et c'est vice-versa selon la version qu'on vous a donnée. Mais ce sont des personnes qui sont très, très stigmatisées, qui font objet de beaucoup de sacrifices, beaucoup d'intérêts et du coup, elles ont très peur dans la société, elles se cachent souvent et dans des zones où elles font l'objet de sacrifices, c'est normal. On entend, quand vous entendez qu'un albinos a disparu ou qu'on a retrouvé un avec démembré, tout le reste a peur, tout le reste commence par se demander est-ce que la prochaine victime ne serait pas elle. C'est vrai que de plus en plus dans tous les pays où ça persiste, il y a des associations pour les protéger. On demande aux pays de prendre des mesures pour assurer leur sécurité. Il en existe, mais quoi qu'on dise, il y a toujours des indélicats qui continuent de croire à ces versions-là et qui veulent véritablement mettre en application leurs croyances. C'est vrai que ce sont des croyances de vieille date auxquelles on est toujours confronté. Et chers amis téléspectateurs, si vous voulez nous appeler sur le plateau pour peut-être faire des témoignages, nous pouvons vous recevoir sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou bien encore vous pouvez nous envoyer vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Nous allons marquer peut-être une pause et revenir juste après. Nous installons donc pour continuer. Franck Consa, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous êtes le président, le directeur exécutif de Divine Connection Worldwide. Ouais.
Une ONG donc qui est dans la lutte pour les droits, donc oui, pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, Madame la journaliste. C'est un plaisir. Alors, nous parlons donc de l'albinisme. Comment est-ce que ça se fait? Nous entrons donc dans votre univers. Alors, je reste d'office donc avec vous, Franck Moussa, pour un peu déjà voir comment est-ce que ça se passe quand on entre dans votre univers. Comment est-ce que ça se passe là, disons, les relations dans la société? Bon, tant bien que mal. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes écrits, les hommes ont horreur de la différence. Mais lorsqu'une différence s'impose, chacun doit pouvoir s'en accommoder, quoi. Absolument. Donc, je sais que ceux qui nous détestent sont moins nombreux que ceux qui nous aiment. Et c'est déjà un grand plaisir. Mais quelle que soit la mine du cabri, la cérémonie aura lieu. Toujours, hein, toujours. Alors, justement, et quelle que soit la mine du cabri, la cérémonie aura lieu. Et nous avons essayé d'avoir les avis de quelques téléspectateurs, quelques citoyens sur la situation. On va les suivre en regard. Au fait, les albinos, je ne les déteste pas, puisqu'ils sont des créatures de Dieu. Mais à ce que je remarque, ils ne sont pas fun comme nous autres. Les yeux sont toujours fermés. Les albinos, ils sont les hommes comme nous, non? Mais moi, je n'ai pas un bon regard pour les albinos. Parce que eux, par exemple, maintenant, s'il a le soleil, ils ne voient pas bien. Et il y a les taches qui sont dans leur corps là. Vraiment ça, moi je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. D'autres disent que ce sont les divinités. Les albinos, je les trouve comme tout être, mais il y a certaines choses chez eux que je ne comprends pas. Pourquoi ils ont des taches sur leur peau et d'autres ne voient pas bien? On les traite comme des divinités, j'accepte aussi des fois, mais j'ai pitié d'eux, je me sens gêné. Je les vois qui ne sont pas mêmes que nous, quoi. Les teints là sont différents de notre teint, quoi. Les yeux sont différents de nos yeux. Si je les vois là, il semble qu'ils ne voient pas bien, quoi. À l'école là, on nous dit souvent que les albinos là, au soleil, ils ne peuvent pas voir. Je les vois, ils n'ont pas les mêmes peaux que nous. Je ne les aime pas, quoi. Quand je les vois, je vois qu'ils ne voient pas bien. Que quand il y a beaucoup de soleil là, ils ne peuvent pas voir. Voilà, donc c'était les avis de quelques citoyens. Réaction sur les avis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations et c'est justement la raison d'ailleurs de notre plateau. Alila Tidaba. Oui, et au-delà des interrogations, il y a de fausses appréhensions. Il y a, je pense que la sensibilisation doit continuer à être de mise parce que s'il y a des enfants qui sont dans les écoles avec leurs camarades albinos, il faudra que les enseignants puissent leur expliquer, leur faire comprendre que ce sont des êtres humains comme eux avec leurs spécificités, leurs différences, mais qu'ils doivent être considérés entièrement comme des humains, qu'ils n'ont pas besoin de notre pitié et qu'ils ne devraient même pas faire objet de pitié ni de quoi que ce soit. Il faudra qu'on comprenne ça parce que grandir avec ces idées-là, surtout pour un enfant, grandir avec ces idées-là, ce n'est pas bien. C'est ça. Alors, Félicien Edou, vous expliquiez tout à l'heure un certain nombre de choses sur la situation, quelques règles que les personnes atteintes d'albinisme devraient respecter justement pour s'entretenir davantage. Et ces questions rejoignent exactement ce que nous disions tout à l'heure. Tout à fait. En fait, c'est la même chose qui fait que les gens pensent qu'ils ont des taches, ils ont ci, ils n'arrivent pas à voir. Non, c'est génétique, que c'est une anomalie de sécrétion de ce qui est noir chez ces personnes-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont différents de nous.
Non, ils sont nés comme nous, ils ont été conçus comme nous, donc on est tous identiques en droit et tous, on est tous les mêmes. Donc, il ne devait pas avoir une considération particulière pour dire que telle personne, moi je ne les aime pas, moi je les vois comme des ci, je les vois comme des ça. Certes, si dans certaines régions, les gens ont pris les albinos comme des divinités, ça ne veut pas dire forcément que dans toutes les régions que c'est pareil. Donc, quand on voit déjà une divinité, quelqu'un qui est albinos, c'est déjà on le catégorise, on le stigmatise. En même temps, ça ne devrait pas être ça. Sinon, c'est la couleur de leur peau est liée simplement à quelque chose qu'ils ont hérité et qui fait qu'ils n'arrivent pas à sécréter ce qui est noir. Donc, ils sont tous comme des gens qui ont des pathologies de naissance, qui ont des malformations cardiaques et ainsi de suite. Ils sont tous identiques et les autres ont été considérés. Pas parce qu'eux, ils ont un problème de sécrétion de noir, sur leur peau qu'on devait les stigmatiser, qu'on devait les séparer des catégories des autres. Non, ça ne devait pas être ça. Donc, c'est ce qui arrive, qu'on doit continuer à sensibiliser les gens. Surtout le petit garçon m'a un peu marqué, choqué un peu, parce que si on lui apporte déjà cette mentalité-là, déjà tout petit, avec son petit camarade en classe, et qui grandit avec ça, ça va pas être bien. C'est vrai. Alors, Franck Moussa, vous les avez suivis. Votre réaction? Bon, première réaction, je ne suis pas étonné. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai eu une agrégation en albinisme. Parce que 42 ans de vie quand même, c'est pas petit. C'est des choses que j'ai l'habitude d'entendre. Je vais commencer par le petit garçon et je voudrais demander qu'on ne l'accuse pas. C'est juste ce qu'il pense. Et il y a peut-être dans le lot des adultes qui ont parlé, des gens qui pensent comme ça, mais eux, ils ne veulent pas qu'on les catégorise parce que c'est quand même à la télé. On pourrait prendre l'image rapidement et commencer par faire sticker avec et tout ça. Bon, ce qui a fait que peut-être ils ont eu des réserves. L'enfant a exprimé exactement ce qu'il a dans le cœur. Je voudrais juste faire la doléance que vous me fassiez rencontrer l'enfant. Je pourrais parler avec lui. Et avec les enseignants de l'école. Parce que si l'enseignant avait été formé à l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe, il aurait déjà compris qu'il y a un travail psychologique à faire au niveau des enfants, des camarades de cet enfant. Ceux qui parlent de pitié, je ne les accuse pas non plus. C'est quand même gênant de voir une personne atteinte d'albinisme en train de lire pour la première fois. Je me souviens, la toute dernière fois que j'ai eu ceci, j'ai quitté la Makara et j'ai pris par Papané, quoi là, je ne sais pas où, à Djougou. Voilà, et je voudrais prendre du crédit et je voudrais trouver le numéro quoi, sur lequel il faut que je prenne le crédit. J'ai pris mon portable et j'ai commencé par regarder. La dame demande, je vais te regarder ça, est-ce que je peux voir ça pour toi? Pardon, est-ce que je peux? J'ai donné le numéro, elle n'est pas sûre. Et elle me dit, mais je vais voir. Je dis, madame, continuez. Et celle qui est à côté d'elle dit, mais le gars parle français. Tu sais comment il s'est arrangé pour comprendre français. Donc ça fait pitié et les gens veulent l'aider. Si c'est dans l'idée de nous voulons aider, c'est bien. Mais si c'est dans l'idée de, oh, c'est quoi ça, Anicadier, c'est pas bien. Ceux qui disent les tâches, et puis ils ne voient pas bien. Bon, c'est normal aussi. Comme je l'ai dit, pour les yeux, les gens peuvent éprouver un peu de la compassion. Je ne veux pas parler de la pitié, de la compassion. C'est normal. Et vous ne prenez pas des verres. Est-ce que les verres ne vont pas vous aider, etc. Bon, c'est des discours auxquels on est habitué. Mais le mal est que, comme c'est un mal génétique, les verres ont des difficultés à corriger. Par exemple, la personne atteinte d'albinisme typique a une acuité visuelle de 2/20 ou de 1/10. Alors, même si les verres devraient travailler, les verres vont corriger peut-être jusqu'à 4/20, mais cela reste quand même très insignifiant. Donc, on ne voit pas vraiment bien. Par rapport aux tâches, mon papa est noir, ma maman aussi est noire. Noir vraiment, hein, mon papa est noir, la sénégalaise.
ma maman est un peu claire. Et donc, si j'ai des taches noires, c'est normal, parce qu'il y a quelques noirs de mes parents qui sont restés quand même. C'est vrai que c'est en quantité insignifiante, et c'est ça qui fait que quand ça sort pour combattre le soleil, pour combattre les rayons solaires, ça devient seul. Et ça gâte l'hégémonie de la peau. Donc, rien de mal, et ce n'est pas des plaies, c'est rien de mal. Vous allez voir que les parties du corps qui sont exposées au soleil, celles-ci, il peut avoir les taches, mais les parties du corps qui ne sont pas exposées au soleil, il n'y a pas de taches. Il n'y a pas de taches, oui. Donc, ainsi, ceux qui disent par exemple que c'est parce qu'on a bravé des interdits, et je veux bien croire que ces interdits sont des interdits intelligents, puisque à quelques endroits ils ne sortent pas, et à d'autres endroits ils sortent. Donc, voilà ma réaction à chaud sur Vox Populi. Merci beaucoup, Franck Roussa, pour votre réaction. C'est vrai que les tâches intriguent beaucoup de personnes. On pense que c'est peut-être une maladie et qu'il faut fuir forcément, alors que pas du tout. C'est juste normal, tout simplement, comme l'a dit Franck tout à l'heure. Oui, il faut qu'on revienne sur la sensibilisation, c'est important. Déjà, je pense que cette émission permettra à ceux qui nous suivent ce matin et qui avaient des appréhensions d'avoir la bonne information, mais que la sensibilisation puisse continuer. La journée du 13 juillet est la journée de sensibilisation à l'albinisme, et au-delà du 13, parce que cette journée, on fait beaucoup d'activités pour sensibiliser sur la protection, sur la promotion des droits, mais au-delà, il faut qu'on continue d'en parler, parce que si ça fait toujours objet de beaucoup de curiosité, d'interrogation, parfois de mauvaises informations, il faut qu'on sensibilise pour que les gens puissent comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous raconte dans notre culture, avec des idées fausses reçues, ce sont des sorciers, ce sont ci et ça. Encore qu'ils ont, pour certains des parents qui sont pas de la même couleur de peau, donc on se dit forcément c'est de là souvent que viennent les préoccupations et les interrogations. On se dit pourquoi ces enfants sont différents alors que leurs parents, non, ça peut arriver, c'est génétique, ce n'est pas de leur volonté, encore moins de celle de leurs parents, puisque c'est déjà là et ça peut se transmettre à tout le monde. Ouais. Très bien, absolument. Alors, docteur, quelque chose à ajouter sur l'albinisme? Je vais vous libérer un peu et recevoir d'autres invités sur le plateau pour continuer nos échanges. D'accord. Je vais d'abord rapidement revenir sur les quelques tâches qui, comme je l'ai dit, dans nos contextes africains, le soleil et la mélanocyte, c'est quelque chose d'amitié. Donc, ce qui fait que quand il y a soleil, il y a la sécrétion du noir qui apparaît. Quand on prend les albinos qui ont un problème de mélanocyte, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de mélanocytes. Ils en ont, mais qui n'ont pas sécrété de mélanine. Donc, quand il y a le soleil, il y a quelques mélanocytes qui en sécrètent quand même un peu. C'est ça qui apparaît à des surfaces qui sont en contact avec le soleil. Donc, ce n'est pas que c'est une pathologie, que c'est une maladie. Non, pas du tout. Ils ont tous les mêmes cellules que nous, que ça fonctionne chez eux. C'est juste que la sécrétion est minime ou inexistante. Ça dépend de l'intéressé. Alors, dans l'albinos oculocutané, c'est-à-dire le total, je vais rapidement dire qu'il y a 7 grands types. D'accord. Donc, je vais dire simplement le plus fréquent, c'est le type 2, qui est sur le chromosome numéro 15. Et ce qui est un peu plus grave, c'est le type A, 1A. En réalité, là, les personnes touchées possèdent pas du tout de pigments. Et généralement, c'est très, très rare. C'est une anomalie très très rare qui n'est pas aussi fréquente que ça. Dans nos contextes africains, peut-être 1 sur 10 000 ou sur 15 000 naissances qu'on peut avoir un seul cas. Donc c'est très très rare. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens les voient de façon différente. Voilà, différentes. Maintenant, pour les symptômes dès la naissance, quand vous voyez un enfant qui a la peau est totalement blanche, les cheveux sont un peu d'aspect différent. D'ailleurs, il faut commencer à suspecter que cet enfant probablement est albinos ou les yeux ne sont pas de bonne couleur. Donc, il faut déjà se demander que probablement peut-être cet enfant est déjà albinos. Il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui provoque ça. Non. C'est génétique, ça vient comme ça. Et il n'y a aucun moyen pour traiter. Ça ne se traite pas parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est naturel, ça vient comme ça. Donc, que les gens ne pensent pas que non, il faut qu'elle se soigne, que c'est une pathologie ou non.
Et ça ne veut pas forcément dire quand deux parents sont de couleur noire, quand ils font un enfant albinos, que c'est que la maman a triché. A triché. Non, non. Il faut que les gens cessent de tout donner des mauvaises raisons, des mauvaises spéculations sur des sujets qu'ils ne comprennent pas, qui se rapportent de ceux qui maîtrisent le sujet, qui posent des questions et n'en font des jugements. Donc voilà ce que j'ai à dire. Alors, avant de vous laisser partir, pour une maman, étant donné que vous avez parlé de bébé, quelques signes qui peuvent déjà faire voir, faire un tilt aux parents pour dire que l'enfant est albinos, est-ce qu'il y a des choses à faire pour justement mieux accompagner l'enfant au plan sanitaire? Oui, déjà quand on voit l'aspect de la peau de l'enfant et qu'on suspecte déjà que l'enfant est albinos, il faut déjà faire suivre l'enfant à l'hôpital pour qu'on les accompagne parce qu'il ne sera pas de la même façon qu'un enfant ordinaire qui aura la peau noire plus tard. Donc il faut déjà se faire encadrer, qu'on les explique aussi parce qu'il y a aussi des parents qui sont un peu gênés de leurs enfants, qui aussi stigmatisent leurs enfants. Il y a aussi des pères qui carrément abandonnent ces gens d'enfants ou carrément stigmatisent la maman, chassent la maman de la maison avec l'enfant pour dire que dans leur famille, il n'y a pas d'albinos. Donc on trouve des cas comme ça. Donc il faut déjà qu'on accompagne les deux parents pour qu'ils comprennent l'origine de cette malformation, qu'ils comprennent que ça ne dépend pas de l'enfant ni de la mère, que ça vient comme ça. Donc là déjà, si les parents déjà ont déjà pris conscience et accompagnent l'enfant depuis le petit jusqu'à lui donner confiance, quand lui-même va sortir dans la société, il ne va pas se sentir que les gens vont le rejeter. Il assume sa peau, il assume sa personnalité, ce qui fait que c'est plus facile pour s'intéresser de mieux vivre dans la société. Très bien. Merci beaucoup Félicien Edon. Je vous libère pour recevoir d'autres invités sur le plateau. Voilà, nous avons donc installé sur d'autres invités que je vous présente. Je suis avec Orès Rontondi. Bonjour. Bonjour Brunel, comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Moi aussi, ça va. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe professionnel. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. En dehors de vous, j'installe également Jamil Mamagao. Bonjour. Salutations Brunel, salutations à chacune et tous et je suis ravi d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes artiste, vous êtes intéressé donc par la protection des personnes atteintes d'albinisme. Un plaisir de vous avoir également. Et justement, pour cette tranche, nous étions en train de parler de la vie dans la société des personnes atteintes d'albinos. Il y a Franck Moussa qui nous en a raconté un bout, en tout cas, de ses expériences. Je voudrais donc d'abord donner la parole à Orès Rontondi pour lui demander aussi comment est-ce que ça se passe dans la vie de tous les jours. Bon, aujourd'hui, peut-être en tant que photographe professionnel, est-ce que les choses ont changé par rapport à il y a longtemps quand vous étiez beaucoup plus petit? Bon, ben, je me représente. On m'appelle Restarik Orès Akbe Rontondi. Je suis photographe et professeur certifié de philosophie. Ah, super. Sauf que je n'exerce pas. La photographie a pris toute la place. Le dessus. Non, faut bien choisir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour en venir à votre question, est-ce que ça a changé? J'ai pour habitude de dire que je suis l'albinos le plus frais du 229, le seul qui n'ait aucun problème. D'accord. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, je pense que tout ce que j'ai aujourd'hui, en termes de réalisation, en termes de notoriété, je le dois à mon albinisme. Je le dois à mon albinisme parce que quand tu vas quelque part, sur 1000 personnes, c'est toi qu'on remarque. Ouais. Du coup, je m'amuse à dire que j'en voudrais à Dieu s'il m'avait créé autrement que albinos. Voilà. Ça, c'est intéressant, très intéressant d'ailleurs. Alors, Jamil Mamagao, vous qui êtes également un peu dans la protection, à quelles difficultés vous faites face le plus souvent? Les préjugés. Je vais dire ça comme ça, mais aussi les mauvaises informations. Je pense que vous en parliez tout à l'heure. Et surtout le mensonge lié à le travestissement de ce que nos cultures sont. Ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent leur ignorance, qu'ils font porter au dos de nos cultures pour entretenir des mensonges et aussi donner du poids à des, j'ai envie de dire, des arnaqueurs
qui prennent de la teneur autour de ce sujet. C'est ça mes préoccupations fondamentales quand on parle d'albinisme. Après, il y a aussi le manque de réactivité institutionnelle. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un fait permanent. Je dirais que, par exemple, je connais beaucoup d'associations qui travaillent en faveur de l'albinisme, mais qui attendent toujours d'être accompagnées suffisamment comme il faut. Pas parce que, en fait, les institutions sont de mauvaise foi, mais parce qu'elles attendent le pire avant d'avoir l'impression que c'est nécessaire d'agir. Ça, c'est quelque chose qui est un peu gênant. Parce qu'on se dit, vous n'avez pas une représentativité suffisante, vous ne mourrez pas assez pour qu'on puisse se préoccuper de votre cas autant que d'autres. Ça, c'est une aberration qui vient du processus international de se dire on ne s'intéresse qu'aux cas graves. Et ça, c'est quelque chose qui s'entretient et qui me fait peur. Est-ce que vous n'y allez pas un peu trop fort? Parce toujours, que comme toujours. Oui. Parce que vous tenez quand même des propos un peu durs. Alors que j'ai dit institutionnel, j'ai indexé personne. Non, Donc, pas du tout. C'est justement, je vous ai laissé. Oui, il y a Franck Moussa qui a justement... Et si on indexait quelqu'un, non, n'indexe pas. On indexe personne. Non, si on indexait quelqu'un, il n'y a pas de problème. N'indexe pas. Écoutez, non, je n'indexe pas. L'essentiel, c'est je de n'indexe pouvoir pas, mais faire voici des ce que je veux propositions. dire. Oui. Pourquoi dire la vérité dérange? Pourquoi dire la vérité va déranger? Écoutez, chaque année, les personnes atteintes d'albinisme meurent de cancer de peau. Bien oui. Chaque année, les personnes atteintes d'albinisme sont stigmatisées dans les écoles, dans les institutions et un peu partout. Dans les villages. Et qui en parle? En ville, c'est encore mieux. Dans les villages, Mais oui. quelque part, c'est pire. Mais oui. J'ai déjà vu que un couple a refusé de scolariser son enfant parce que c'est un enfant atteint d'albinisme. Bien sûr. Juste parce qu'il ne sait pas. Donc, ce n'est quand Jamil parle du fait que on considère qu'on n'est pas assez, on n'est pas représentatif. Ce n'est pas qu'il est en train d'aller trop fort. C'est la vérité. Ah oui. Elle est amère, mais prenons ça comme ça. Mais moi, j'ai un problème avec la façon dont on peint les albinos en pitié. Moi, ça me dérange. C'est ça. Je n'aime pas du tout. Je n'accepte pas, d'ailleurs, toutes les fois où j'ai eu l'occasion de le dire, je me dis, mais moi, j'accuse les médias. Encore. Il y a dans beaucoup de villages des handicapés qui ont des problèmes aussi. On en parle. Il y a des gens qui ne sont pas forcément albinos, qui ne sont pas scolarisés. Mais pourquoi est-ce que vous spécifiez tellement le thème albinos que vous avez attiré les projecteurs sur nous? Et là, nous sommes devenus des cas spéciaux. Vous comprenez? Moi, je pense que si on repart à la fondation de la société où on ne fait pas de distinction, on ne dit pas il est albinos, il est noir, il est brun. Aucune personne n'aurait de problème. Toutes les couleurs de peau ont leurs problèmes. Absolument. Mais à force de dire les albinos meurent, ils sont malades de peau, ils ont ci, ils ont ça. En fait, c'est vous qui amplifiez le problème. Parce que moi, je me dis, le complexe, la maladie dont souffrent réellement les albinos, c'est psychologique. Parce que, à force de me dire que je suis malade, à force de crier partout que j'ai des problèmes de peau, à force de prier partout pour me dire que voilà, il y a le soleil qui me dérange, il y a ci qui fait... Enfin, je me dis, mais moi, j'ai aucun problème. Mais ils disent tout le temps que j'ai des problèmes jusqu'à ce qu'on m'ait défini un 13 juin pour me célébrer ou pour sensibiliser sur la couleur de ma peau. Je pense qu'il y a un problème. Mais peut-être que vous n'avez pas de problème. Et Non, que dans non, d'autres pays, pas. Non, que dans d'autres pays également, des personnes atteintes d'albinos sont confrontées à ces appréhensions dont on parle. J'ai voyagé. Oui. J'ai vu des réalités. D'accord. J'ai vu beaucoup de réalités concernant les problèmes liés à l'albinisme. Ok. J'ai vu à Yaoundé, j'ai vu dans beaucoup de pays des problèmes. D'accord. Je ne dis pas non, mais je dis juste que ces problèmes-là existent pour d'autres couleurs de peau également. Vous comprenez? C'est bon, c'est gentil de vous inquiéter pour nous. C'est gentil. De toute façon, c'est gentil. Les problèmes, on ne cessera jamais d'en parler. Voilà. Que ce soit pour ce que je dis, moi, on peut vivre normalement. Oui. Moi, j'ai fait 18 ans à Parakou, sous le soleil.
Je n'ai eu aucun problème de peau. La preuve, j'ai l'air d'un mec qui fait pitié. Non. Personne. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait dit pitié sur le plateau. Si les albinos qui naissent, il y a le degré. Comme mon doyen Franck Moussa, il y a le degré d'albinisme. D'accord? Les entretiens de base, c'est-à-dire, on évite le soleil, on évite qu'ils mangent la viande de porc. On n'a pas forcément besoin de faire partie d'une religion pour avoir des interdictions. Alors, Jamil, je sais que vous voulez réagir sur quelques aspects donc, de ce que Oreste disait et peut-être un peu après donner la parole à Franck avant qu'on ne poursuive sur d'autres aspects. Oui, tout à fait. Comme Oreste le disait, il y a certaines institutions, moi je l'ai dit, certains médias, notamment internationaux ou d'ailleurs, qui ont l'habitude d'infantiliser un peu les personnes vivant avec l'albinisme. Et même dans certains circuits donnés, on donne l'impression de devoir les bébétiser pour utiliser cette cause à des fins qui ne sont pas forcément positives. Et c'est justement ce qu'il indexait. Si ceux qui ont l'œil ouvert sur la problématique de l'albinisme, ils faisaient plus attention et se cultivaient vraiment, ils pourraient le remarquer. Et c'est de ça que justement parlait Oreste. Et à un moment donné, on est en droit de se dire: laissez-nous tranquilles, parce que la surexposition aussi peut amener à ce sentiment de gêne personnel. Parce qu'il y a des enfants qui, à l'école, n'ont même pas conscience de cela. De cette particularité. Ils arrivent à l'école en se disant: je suis moi, c'est tout. Et donc, comme vous l'avez pensé dans votre Vox Populi, il y a des enfants qui ont des propos d'un certain type, il y a des professeurs qui ont un propos d'un certain type, et c'est là qu'ils se rendent compte de leurs différences. Et c'est ça qui, justement, commence par être fatigant pour eux. Et vous entendez aussi des enfants dire à l'école: mais Joe Midobo, il manque des rios, mais laissez-moi tranquille, je ne suis qu'un humain. Et c'est exactement ce que je dis dans ma chanson Je suis albinos. Je dis, ce sont des gens comme toi, comme moi, et donc les saluer ne te contamine en rien, vivre avec eux ne te contamine en rien. Moi, j'ai 7 ans de relation avec des personnes vivant avec l'albinisme. Vous n'êtes pas Ma peau n'a jamais changé. Oui. Mes enfants ne sont pas des personnes vivant avec l'albinisme. C'est de ça qu'il est question. Au bout d'un moment, les personnes vivant avec l'albinisme sentent ce besoin de dire: laissez-nous tranquilles, c'est-à-dire laissez-nous vivre comme vous, laissez-nous être des humains de ce monde, laissez-nous être heureux comme vous, laissez-nous faire face à nos problèmes comme on peut. Et si vous voulez nous aider, oui, on est d'accord, mais ne commencez pas par utiliser ce que nous sommes comme moyen de commerce, comme moyen de travestissement. Très bien, merci. Alilat. Oui, je reviens sur les propos de Jamil pour dire que nous sommes tous d'accord qu'il y a des régions dans ce monde, ou même en Afrique, où la question ne se pose pas vraiment. On pourrait citer le cas du Bénin, même si là également il faut faire des spécifications. Il y a des zones dans lesquelles, dès que l'enfant vient, on l'a dit, c'est la stigmatisation en rapport avec la mère qu'on traite de tous les noms, ou déjà l'enfant qu'on voit comme une divinité, comme quelque chose dont on peut se servir pour se faire de l'argent et tout ça, qui met en danger ses enfants, même si ce sont des cas qu'on peut compter du doigt. Il y a des pays, il a dit, il a voyagé, il a vu des pays de l'Afrique où c'est criard, où on décapite les albinos, où ils sont obligés de s'enfermer pour ne pas être objet pour ne pas faire objet chez les autres, soit de pitié, soit qu'on laisse de persécution, merci, de persécution. Donc, le problème existe. Maintenant, si vous vous offusquez du fait qu'on en parle trop, moi je dis, tant qu'il y a le problème quelque part, il faut en parler, puisque si on n'en parle pas, si vous êtes à l'abri du sujet, il y a d'autres personnes qui sont exposées et qui ont besoin qu'on apporte du soutien. Ce n'est pas de la pitié. Il faut voir, tant qu'on n'en parle pas, on n'a pas l'information. Aujourd'hui, il y a sûrement quelqu'un qui aura suivi cette émission et qui se dira: ah, l'albinisme n'est pas une maladie, on n'est pas contaminé par des personnes albinos, ou ce sont des personnes comme nous. Donc, on est tout le temps dans l'information pour aider.
pas pour vous stigmatiser, pas pour attirer l'attention sur vous, parce que même, vous l'avez dit, quand vous êtes parmi des milliers de personnes, on vous remarque parce que déjà votre peau vous définit. Donc, nous, on n'a même pas besoin de parler ou de crier. Certes, on en parle parfois trop. Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas ce qu'on vous offre, puisque vous avez vos besoins spécifiques qui ne sont peut-être pas compris par les bailleurs, par ceux qui sont censés vous apporter du soutien. Vous pouvez vous en offusquer, vous ne pouvez pas nous en vouloir de vous aider à sensibiliser pour que vos droits soient respectés, pour que vous vous sentiez bien dans un environnement qui est censé être à nous tous et dont on doit profiter parce que nous sommes des êtres humains, vous êtes des êtres humains, vous avez les mêmes droits que nous tous. Voilà. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je le disais, Franck Honsa qui a sa structure qui est dans la protection justement des personnes vivant avec l'albinisme aussi, Franck. Oui, bon, je ne sais pas par où je vais commencer, parce que il y a tellement d'histoires dans ma tête. Et je voudrais dire que ma première sortie dans le cadre de l'albinisme du Bénin, c'est-à-dire que mon premier voyage à l'extérieur du Bénin, on avait un grand tableau, c'était la conférence panafricaine sur l'albinisme, on avait un grand tableau sur lequel il y a les cas de meurtre et d'atteinte à la vie des personnes atteintes d'albinisme. Ce qui était intéressant, c'est que c'est la Tanzanie qui était en haut. Absolument. Et quand on voit la ligne, on voit chaque pays avec le nombre de cas dans le temps. Et la Tanzanie, là, quand vous regardez en haut, vous voyez qu'il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de chiffre. On a demandé, mais pourquoi vous avez fait un tableau avec un chiffre à 100 chiffres à la Tanzanie alors qu'on est en train de faire la conférence en Tanzanie. Et le docteur Peter H. de répondre, c'est parce que nous avons un nombre de cas nettement supérieur, documenté, nettement supérieur à ce que affichent les autorités gouvernementales. Et nous sommes en train de faire le travail chez eux et ne voulons pas mettre un chiffre qui contredit leurs données officielles, puisqu'ils nous combattent pour dire que nous mentons sur leur compte, alors que nous avons toutes les preuves. J'ai déjà vu à Arusha un centre où on n'a que des personnes atteintes d'albinisme, on les a rassemblées là, juste parce qu'on les traque. Oui, bien sûr. La semaine dernière seulement, il y a eu le dernier attaque envers les personnes atteintes d'albinisme a eu lieu en Tanzanie la semaine dernière seulement. Et l'Alliance africaine pour l'albinisme, dont je suis membre, en a parlé avant-hier. Donc c'est pour dire que le mal est patent, c'est réel. Et la deuxième chose, moi je suis plutôt content du 13 juin. La première fois que j'ai voulu chercher une information sur l'albinisme, je suis la deuxième personne à écrire un article sur l'albinisme au Bénin. Je suis la deuxième personne. Il y a, je ne me souviens plus de son nom, Aklam Omiotan. C'est lui, la première personne à écrire un article de blog sur l'albinisme au Bénin. Je suis la deuxième. Quand je cherchais les informations sur l'albinisme, c'est son article seul qui était là. Aujourd'hui, le web les articles... Tout va à une vitesse fulgurante. C'est ça pour le faire. Donc c'est bien. C'est bien, le 13 juin a permis qu'on ait quand même de l'information sur l'albinisme, ce qui est bon. Oui, la surexposition peut nous faire du mal aussi. Ça, je suis d'accord. Mais tant qu'il y a des problèmes, il vaut mieux qu'on en parle. Et on va beaucoup en parler. Je suis content de votre mental d'acier. J'en ai un aussi, hein, parce que j'ai un master en théologie, une licence en anglais, et j'ai fait beaucoup d'autres formations diplômantes, qualifiantes et tout ça. Bon, je n'ai jamais fait le journalisme, mais je tiens la parole, vous savez. Bien sûr, raison pour laquelle vous êtes là d'ailleurs. Merci beaucoup et je suis content quand même d'être ici. Merci. Merci beaucoup, Franck Honsa. Alors, Orès Hontonji, vous avez dans vos propos dit que l'aspect le plus important pour vous, c'était l'aspect psychologique, justement. Et avant de vous donner la parole, pour peut-être aller plus en détail, nous avons interviewé le psychologue André Alironou à ce propos et je vous invite à le suivre. Dire les albinos comme, entre guillemets, les tokosu, comme les jumeaux et tout le reste,
s'avère être pour nous, dans notre réalité socio-culturelle, ça va être, comment dire, voilà, ça prend une connotation tout de suite divine. Et puis, soit c'est un dieu à vénérer, soit c'est un mal à fuir. Et donc, dans cette conception des choses, ça fait partie des tas de la société, de nos us et coutumes, les stigmatiser, les étiqueter, je ne pense pas que c'est la chose à faire. Pas intégrer la société, parce qu'ils vont avoir peur de nous, ils vont se sentir ou se voir, ils sont obligés de se voir différents. Et donc leur contribution entière et pleine pour l'évolution, le développement social, commune, ne va pas être pleine. Ceux dont ils sont capables, ils ne pourront pas le faire. Et si, à la base, les parents n'ont pas les moyens pour quand même les faire intégrer, ça va être difficile pour eux-mêmes de pouvoir intégrer. Donc, tout ce qu'on fait de façon normale pour tout le monde, eux, ils seront vus différents. Et je donne un exemple, c'est s'il est dans une classe et qu'il ne fait pas l'effort d'être le premier de la classe et qu'il ait moyen, il sera étiqueté à vie. Et on ne va pas l'encourager à faire mieux. Au contraire, on va l'encourager à vite sortir de ce milieu. Il va toujours se sentir différent. Donc, psychologiquement, c'est un poids à tenir, pas facile du tout pour l'individu. Et je pense que la société ne fait rien pour les intégrer, pour les aider. Quand vous avez un handicap physique, un handicap moteur et tout le reste, aujourd'hui on parle de école pour tous, école intégrée, on veut, mais on ne tient pas compte de cette vulnérabilité-là parce que tout simplement on lui donne la connotation plus ou moins socio-culturelle et divine. J'insiste, jamais, ça n'a jamais été, c'est une fatalité dans la mesure, dans la tête ou dans l'interprétation de chacun. Sinon, les parents de ces enfants ou de ces personnes, je ne pense pas qu'elles sont en train de se dire « je vais faire venir un diable dans le monde ». Non, je ne pense pas qu'elles ont éduqué différemment ces enfants. Comme je le dis scientifiquement, ça s'explique. De la même manière que j'ai la peau noire et que quelqu'un quelque part en Europe a la peau blanche ou a la peau jaune, a la peau rouge, je ne pense pas que ça peut friser la curiosité, mais quand on vous explique, je pense qu'il faut accepter la personne totalement, à part entière. Il faudrait qu'on arrête vraiment de les prendre comme des malades ambulants, comme des gens qui traînent des virus, qui traînent des maladies, qui vont nous contaminer. Non, on a tous les mêmes potentialités. Je pense qu'il faudrait qu'on éduque vraiment la communauté à cela, à comprendre que c'est des personnes à part entière et qui ont les mêmes faiblesses que nous, puisque nous vivons sous les mêmes airs et qu'il n'y a pas à les différencier autrement. Voilà, donc c'était André Alihonou sur quelques aspects psychologiques liés donc à tout ce qu'on a, à toutes les réactions qu'on a envers les personnes vivant avec l'albinisme. Aurès, vous avez la parole pour peut-être revenir sur quelques aspects et peut-être compléter. Ok, merci. Je vais revenir sur l'aspect où le psychologue parlait tout à l'heure des religions endogènes qui sont attachées, c'est-à-dire qu'on attribue aux personnes. Par exemple, on dit que la personne atteinte d'albinisme est Lisa. Lisa ouais, Joy. Et tout. Alors qu'il y a des personnes de teint noir que Lisa aussi Joy. Ça fait que toutes ces spécificités, toutes ces théories sont des problèmes psychologiques concrets à une personne atteinte d'albinisme. Moi, je pense que les parents devraient éviter d'attirer l'attention des enfants parce que l'éducation d'une personne commence par l'enfance. Du coup, je propose que les parents arrêtent d'attirer l'attention des enfants sur leur spécificité et sur leur couleur de peau. Ils laissent les enfants vivre normalement, c'est vrai, tout en les protégeant. Parce que, qu'on le veuille ou non, le soleil, c'est pas bien pour notre peau. Oui. Donc, tout en les protégeant, mais ne pas leur dire que voilà, tu as un problème de peau, tu as assis, tu n'as pas de mélanine. Ça fait que voilà. Comme ça, ces enfants-là pourront devenir comme moi. Parce que moi, mon père ne m'a jamais mis quelque part pour me dire tu as une couleur de peau différente. Moi, je suis issu d'une famille de 5 garçons. Parmi les 5 garçons, notre aîné, il est teint noir. Le Benjamin est noir. Nous 3 qui sommes au milieu, on est albinos.
Vous comprenez? À aucun moment on s'est assis quelque part pour dire, et voilà, et ton teint est spécifique, tu dois, non, jamais. Donc ça fait que, à aucun moment, ni moi, ni mes frères, n'ont aucun problème dans la société. Dans la société, vous comprenez? Donc, je pense que le travail devrait commencer par là, les parents. Ensuite, revenir aux enseignants à l'école. Parce que moi, quand j'étais au collège, j'avais un problème de vue de loin. Oui. Donc, je ne peux pas me mettre derrière pour recopier les cours. Donc, j'étais le seul élève autorisé à se lever de sa place pour aller regarder les écrits au tableau, revenir à sa place pour écrire. D'accord? Du coup, les camarades me charriaient, mais pas au point de m'offusquer pour me dire que je suis malade. Parce qu'à aucun moment, un enseignant n'a dit toi, je ne t'apprécie pas trop parce que... À aucun moment. Donc, les stigmatisations, ça existe. Ça existe, que ce soit de façon voilée ou de façon claire comme ça existe. Mais je pense que le problème, c'est l'éducation de base à la maison et à l'école. J'appuierais en disant qu'il faut consolider un mental d'acier aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les rudiments nécessaires pour s'aimer suffisamment. Je donne l'exemple de mon fils, par exemple. Moi, on lui a appris à la maison à dire « moi, je suis tel ». Et à se regarder dans le miroir et dire « je suis beau ». C'est ça qu'on doit construire chez les enfants, la confiance en soi, la nécessité de croire en ses capacités, de se rendre compte que toutes les limites qu'on peut avoir sont des limites que tout humain peut avoir et que, étant humain, on a des limites spécifiques qui sont nôtres et des caractères de force qui sont nôtres. Et à partir de là, miser sur les caractères de force des enfants vivant avec l'albinisme pour qu'ils comprennent que c'est ça qui compte le plus. Il y a des gens qui sont d'autres couleurs de peau, qui sont myopes, qui sont je ne sais pas quoi d'autre, et qui s'adaptent en fait. Et donc, c'est d'être capable de mettre en place, par exemple, des solutions que propose Franck dans son document sur l'éducation, qui facilitent aux enfants le fait de ne pas être obligés de se déplacer dans leur classe, par exemple, et qui ferait que les autres remarqueraient qu'il est là. C'est de fondre les enfants vivant avec l'albinisme autant à la maison qu'à l'école, dans le dispositif global, sans des spécifications, sans des procédures qui créent des spécifications. On n'a pas besoin de tout le temps mettre les projecteurs sur eux pour que justement la société se rende compte qu'ils sont là, se rende compte de leurs problématiques. Et l'aspect qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'aspect culturel, que j'aimerais bien nuancer. Très bien, je vous redonne la parole tout à l'heure pour aborder cet aspect. Franck, je suis sûre que vous travaillez donc avec les enfants dans cette situation. Sur quel aspect vous travaillez justement pour que les problèmes psychologiques liés peut-être aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur environnement ne soient pas un frein? Bon, ce que nous faisons, je voudrais au passage remercier nos partenaires, surtout le Rotary Club de Cotonou, le Nautil, qui a été avec nous depuis 5 ans dans ce combat. Et ce que nous faisons, c'est que d'abord, nous prenons les enseignants de ces apprenants-là, nous les formons avec le document dont Jamil est en train de parler, nous les formons à comment encadrer un enfant atteint d'albinisme en situation de classe. Et c'est des trucs simples, mais si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas. Par exemple, mettre l'enfant devant, ne pas le priver d'aller au tableau regarder malgré qu'il est devant. Donner, s'il y a possibilité, que la partie plate de la table de l'enfant soit oblique, de sorte que le cahier soit un peu plus proche de ses yeux, que ce soit complètement plat, en fait. S'il y a des possibilités qu'on puisse trouver une loupe pour lire, ça permet de lire. J'ai cherché ma loupe, comme ce matin je n'ai pas trouvé ça, parce que je l'ai laissé au bureau, sinon j'allais amener ça. Ou il y a aussi cet aspect, ce device-là qu'on appelle le monoculaire, que les enfants utilisent. On a sensibilisé les enseignants par rapport à l'utilité de cela. Quand l'enfant utilise le monoculaire, il est assis à sa place, il règle, il regarde et il peut écrire. Il n'a pas besoin d'aller au tableau pour écrire. Et il y a aussi que certains enseignants m'ont dit en premier que on devrait rassembler les enfants atteints d'albinisme dans une école comme l'école des sourds, l'école des personnes malvoyantes. Et je leur ai dit,
bien, je suis d'accord, mais à la fin, on va créer un marché des personnes atteintes d'albinisme, une administration typiquement des personnes atteintes d'albinisme. Donc, je suis en train de leur montrer qu'on a besoin de l'inclusion. Oui. Il faut que les gens vivent avec leur père, parce que quand ils vont sortir du système scolaire, ils vont vivre encore avec leur père. Donc, avec cet aspect, nous demandons, nous enseignons aux enseignants, excusez cette tautologie, nous enseignons aux enseignants donc, de comment il faut faire le travail psychologique au sujet et au sein de la classe pour que les autres ne soient pas, l'enfant atteint d'albinisme ne soit pas objet de stigmatisation auprès de ses pairs. Il y a aussi le fait que quand l'enseignant est au tableau en train d'écrire, qu'il parle. Par exemple, quand il dit l'horizon est une ligne imaginaire où le ciel semble toucher la terre. Il est en train d'écrire. Moi, j'ai écrit déjà l'horizon, mais j'ai écrit avec S. Donc quand je me lève pour aller au tableau, c'est juste pour voir si horizon c'est S ou bien c'est Z. Et je viens seulement, j'écris. Donc ça réduit le temps que je passe au tableau et je viens écrire et je repars. Donc c'est des petits trucs, mais ça aide quand même l'enseignant et l'enseignant à bien s'occuper de l'enfant atteint d'albinisme. Ça aide aussi l'enfant atteint d'albinisme à bien s'intégrer. Facilement. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Avant de poursuivre, nous allons voir le mot du jour avec Alilatou. Dans quelques minutes, nous allons d'ailleurs installer Nafissatou Hassani pour la deuxième partie de l'émission. Le mot du jour, Alilatou. Le mot du jour, oui. Nous avons parlé de pigments, de mélanine, et on a décidé aujourd'hui de vous en dire davantage sur ce que c'est qu'un pigment. Pigment, c'est un nom masculin qui s'écrit P-I-G-M-E-N-T. Pigment peut désigner une substance qui donne leur couleur estène aux animaux, substance qui donne leur couleur estène aux animaux ou aux plantes. En biologie, on l'a dit sur ce plateau, le terme pigment désigne une substance présente dans les cellules et qui leur confère leur couleur. Ainsi, la mélanine est le pigment brun qui donne sa couleur à la peau et qui influe aussi sur la couleur des yeux. La chlorophylle, j'y arrive, quant à elle, est le pigment vert présent dans les feuilles des végétaux. Pigment signifie également substance généralement en poudre fine, insoluble dans les milieux de suspension usuels, utilisée en peinture en raison de ses propriétés optiques, protectrices et décoratives. On distingue les pigments métalliques, minéraux, organiques et organométalliques. Comme synonyme de pigment, nous avons couleur, grain, pigmentation, tache. Et pour finir, je vous laisse avec deux citations. Les alliés de la santé sont l'environnement et l'immunité, les molécules de vie et apparentées, les vitamines D et C, les pigments colorés et plantes parfumées. C'est une citation anonyme. Et la dernière, la supériorité raciale n'est qu'un pigment de l'imagination. La supériorité raciale n'est qu'un pigment de l'imagination. Merci. Merci, Alilatou. Une citation que tout le monde partage apparemment sur le plateau. Je sais qu'il y a... Jamil, vous voulez aborder l'aspect culturel, mais avant, nous allons installer Nafissatou Hassani sur le plateau pour justement décortiquer les messages qui nous sont parvenus et vous aurez donc l'occasion d'en parler. Au reste, Rontonji, je vais vous libérer, mais je voudrais quand même avoir votre mot de fin sur le sujet. D'accord. Déjà, merci de m'avoir fait appel. Merci. C'est un plaisir. Et j'aimerais dire à mes pères que être albinos, c'est une grâce. D'accord? Être albinos, c'est juste une grâce. Comme vous l'avez dit, c'est ça qui vous a permis d'avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Oreste Montonchi. Vous êtes photographe professionnel. C'est un plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et j'installe Nafissatou sur le plateau. Voilà, Nafissatou est installée. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous, Nafissa? Ça va très bien. Alors, les messages de ce matin? Nous avons reçu quelques messages. Nous allons commencer par celui de Melk. L'albinisme est une maladie génétique héréditaire qui se traduit par une absence de pigmentation dans la peau. Nous les voyons généralement comme des êtres fragiles.
mais il faut qu'on leur donne notre affection afin qu'ils se sentent mieux dans la société. Mettre notre affection afin qu'ils se sentent bien, qu'on a dit C'est bon. qu'il faut qu'ils s'intègrent, qu'on les fasse intégrer facilement dans, Si on dans la enlève le société. mot maladie, Oui. ce message est beau. C'est un trouble génétique. On peut comprendre aussi. Très bien. Ma curiosité ne me permet pas de ne pas m'approcher d'un albinos. J'étais allée chez la coiffeuse et je l'ai trouvé là-bas. Je ne faisais que la regarder. Détail par détail, tout ce qui fait sa particularité. J'étais juste fascinée. Je suis différente, mais c'est le sang qui coule dans nos veines. Easy. Merci. Très bien. Bravo. Et Franck Moussa, Bravo. beaucoup de regards sur vous aussi, comme elle a décrit. C'est beau. On poursuit. Il y a Ashley qui nous dit que les albinos sont comme vous et moi. La couleur de peau n'est pas un problème. Mais quand on était petit, on nous racontait vraiment n'importe quoi, au point où on a peur d'eux. On ne veut pas les approcher. Tout à fait. Il faut que la sensibilisation commence dès maintenant. Nous sommes tous les mêmes. On nous a raconté beaucoup de choses, justement. Ça me permet d'aborder sur les aspects culturels de Tout à fait. l'albinisme. Ce que nous n'arrivions pas à expliquer de manière consciencieuse, raisonnable, on l'attribue justement à des inventions qu'on imagine, imaginaires. Je me souviens qu'à l'époque, on disait que c'est à cause de la femme que il y avait toujours des filles au moment de la naissance. Oui. Mais la génétique nous a bien prouvé que c'est les hommes qui donnent le chromosome nécessaire pour avoir soit la fille, soit le garçon. Donc nos sociétés fonctionnent comme ça. Ce n'est pas non plus un élément de critique négative, non. C'est-à-dire que chaque société essaie de trouver des mais il faut maintenant, avec l'internationalisation de l'information, réadapter et traduire les informations dans nos langues pour permettre à plus de gens dans nos sociétés de mieux comprendre les choses, de mieux intégrer le fait que les personnes vivant avec l'albinisme ne sont pas des personnes qu'il faut mettre de côté, dont il faut avoir peur. Et parlons du côté culturel d'ailleurs. Ça m'intéresse beaucoup. On dit souvent que chez nous, le fait d'être lissa est source de problématiques et d'attaques. Mais moi, j'ai eu la chance de discuter avec des gens de spiritualité endogène qui disent au contraire, nous, beau lissa, c'est l'entité unifiée de Dieu Tout-Puissant. Et de fait, tous ceux qui sont régis par l'issa, qu'ils soient noirs ou albinos, ne devraient que faire objet de respect et de déférence. Jamais d'attaque. Et donc, attaquer une personne vivant avec l'albinisme, c'est porter atteinte à Dieu Tout-Puissant. Que la partie double de son être n'est pas digne d'être. Et comment on pourrait se permettre cela, nous, simples humains, alors que Dieu, lui, il permet cette diversité pour que justement on ouvre notre regard, on ouvre notre cœur et on puisse comprendre qu'il est pluriel dans notre création. Et c'est ça que je voulais clarifier. Merci Djamil. Moi, je suis pasteur aujourd'hui. Ah, encore? Oui, je suis pasteur. Il sait, non? Oui, je suis pasteur. Mais ce qu'il dit là est à 1000% vrai. C'est à 1000% vrai. Je me suis converti au christianisme à 22 ans, donc je sais bien ce dont moi je n'ai jamais été attaqué. Au contraire, c'est une différence. Même, je trouve même des vieilles de plus de 80 ans, quand elles me rencontrent, elles vont s'abaisser. Absolument. Elles s'abaissent et elles peuvent me donner 25 francs ou 10 francs ou 50 francs. En tout cas, ce qu'elle a dans sa poche, là, dans son, comment on dit, suel là, elle me donne et elle dit, Lisa Abajoro, il commence par des litanies. Parce que justement, elle croit que c'est son créateur, c'est le Segbo Lisa même qui est là. Tout à fait. Donc, la culture, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose que les gens aiment. Ce n'est pas le fait qu'on déifie les personnes atteintes d'albinisme, ce n'est pas quelque chose que les gens aiment. Mais moi, je dis que
à bien des égards, ça participe de leur protection, de notre protection. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec, mais ça participe de notre protection. Et je trouve que ceux-là qui viennent attaquer les personnes atteintes d'albinisme et viennent prendre leurs organes pour des choses, c'est des arnaqueurs, c'est des gens qui viennent, qui surfent sur du vide et qui essaient de faire mal aux personnes atteintes d'albinisme. Ça n'a rien à voir avec la culture. Et justement, moi j'ai eu à discuter de ça avec un homme de spiritualité endogène qui m'a dit, en fait, ces gens, c'est comme les gaïmans, si vous me le permettez. C'est des gens qui savent que en craignant des superstitions sur des choses inaccessibles, ils vont attirer des gens qui ont une ambition démesurée. Voilà. Et donc, leur soutirer de l'argent en espérant que ces gens seront limités par l'excès que ça implique d'aller attaquer un humain. Or, c'est sans compter sur le manque de scrupules de ceux qui espèrent avoir de l'argent facile et vivre de manière totalement trop facile dans la vie. Merci beaucoup pour ce point d'éclairage. Nafissa. Heureusement que la science est là. Grâce à la science, nous sommes moins ignorants parce que quand on ne comprend pas quelque chose, il y a forcément une explication ou une autre, mais on l'attache à ce que nous ne savons pas. Et cela ne nous permet vraiment pas d'avoir des réponses. Aujourd'hui, nous pouvons rester avec des albinos, marcher avec eux, parler avec eux. Mais avant, il y a 10 ans, on ne pouvait pas parce qu'on nous a tellement mal parlé d'eux et vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Il faut chercher la connaissance et connaître tout ce qui nous fait peur ou bien tout ce que nous ne comprenons pas. Il faut chercher à comprendre. Il faut pas juste attribuer. Internet est là. N'allez pas que sur WhatsApp, Facebook. Allez chercher. Il faut aller chercher. Tonton Google. Allez, on poursuit. Nous allons poursuivre avec le message de Yahya. La première fois que j'ai vu un albinos, j'avais 10 ans. Je ne comprenais rien. Je me suis dit tout de suite que c'est une personne différente. Ses cheveux, ses yeux, sa peau. Je suis allée donc demander à mes parents ce que la personne a. Ils m'ont expliqué un peu, mais je n'ai pas compris grand-chose. C'est en grandissant que j'ai mieux compris. À l'école, les explications sont plus claires. Très bien. Ça, c'est le vol de l'école. Je profite pour raconter ce que ma fille m'a dit dernièrement. Papa, tu es dit, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Je lui ai dit non, moi, Jimino. Mais elle n'a pas compris. Donc, faut attendre un peu. C'est sûr que les gens lui ont dit ça à l'école. Déjà, oui, papa, tu es yovo. On lui dit ça toujours. Elle dit oui, papa, tu es yovo. Elle est fière de ça, quoi. Allez, c'est fini pour les messages? Non. Aujourd'hui, la manière dont les albinos sont traités diffère d'il y a 10 ans. Beaucoup sont plus tolérants et savent que c'est une maladie génétique. Anna, il y a Grace qui nous dit que ce qu'elle n'aime pas, c'est les albinos qui se dépigmentent la peau. Je n'ai jamais compris. Et c'est surtout les femmes albinos qui le font. C'est dommage. Oui, je comprends ce qu'elle dit. Ah oui? C'est qu'il y a des personnes atteintes d'albinisme qui essaient de passer. Oui, ils font d'autres pigments, quoi. Pour se lisser davantage. Oui, pour se lisser davantage, alors que ça détruit encore leur peau. Davantage la peau. C'est pas bien. Il y a Snell qui nous dit qu'il y a beaucoup de préjugés péjoratifs qui pèsent sur les albinos au Bénin et en Afrique. Parfois, ils sont perçus comme des fétiches ou font l'objet de discrimination. Pire encore, des gens les tuent pour en faire de l'argent. Leur protection est devenue aujourd'hui un vrai défi. Ce qui est sûr, ils ne sont pas perçus et traités comme tout le monde. Le dernier message nous vient de Gabriel Adamou. L'albinisme continue d'être profondément mal compris partout dans le monde. Les personnes atteintes d'albinisme subissent des discriminations et la stigmatisation. Toutefois, l'essentiel des renseignements sur des cas d'agression physique contre ces personnes provient principalement
et des pays africains. L'ampleur de l'écart de pigmentation entre la majorité de la population et les personnes atteintes d'albinisme dans une communauté tend en effet à être directement corrélée à la gravité et à l'intensité de la discrimination rencontrée par ces personnes. Et en d'autres termes plus grands, est le constat en matière de pigmentation plus forte est souvent la discrimination. La manière dont la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme se manifeste est la gravité du phénomène variant cependant d'une région à une autre. La discrimination consiste essentiellement en des insultes, des moqueries ou des brimades persistantes. En outre, les préjugés fortement ancrés auxquels sont confrontées ces personnes les empêchent d'avoir accès à des soins de santé adaptés, aux services sociaux, à une éducation adaptée, à une protection juridique et à la réparation en cas de violation de leurs droits. C'est tout? Magnifique. C'est assez étoffé, ça. J'aimerais bien l'avoir à le relire, ce message. Vraiment, très il bien. est bon. Nafissat va se charger de vous l'envoyer, de vous le transférer. C'est Ouais. toujours une analyse que nous fait Gabriel Adorou. Tout à fait. Que nous remercions d'ailleurs. La pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de Warren Buffett. Il se moque de moi parce que je suis différent. Je me moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils. Bon, apparemment, c'est une citation de Warren Buffett. Franck, un mot sur cette citation. Je trouve que c'est formidable. Comme Restarik l'a dit, moi, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je fais a un lien avec mon albinisme. Et quand je vais sur une porte, l'albinisme me permet de l'ouvrir. Juste comme ça. C'est bien ça. En un claquement de doigts. Alilat. Oui, tout comme on dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, la différence est dans le cœur de celui qui pense que l'autre est différent. Au même moment où vous pensez que l'autre est différent, l'autre vous voit également différent. Donc, il n'y a rien ne vous différencie. En fait, c'est dans votre tête, c'est dans votre cœur. Très bien, Jamil. Votre intelligence sublime votre beauté, Alilat. Merci. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'elle dit qui appuie suffisamment cette pensée, c'est de finalement nous faire nous rendre compte que chacun peut voir l'autre avec son œil et en faire source de moquerie à tout point d'égard. C'est pour cela qu'il faut juste apprendre à s'accepter, s'ouvrir d'esprit, s'ouvrir de cœur et dépasser ses peurs. C'est cela qui permet maintenant de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux se lier à ceux qui nous entourent, quelle que soit leur couleur de peau. Merci Jamil. Nafissat? Oui, moi je me demande pourquoi on voit toujours que c'est les autres qui sont différents. Pourquoi ce n'est pas nous qui sommes différents? Moi je me pose toujours cette question. C'est peut-être dans cette logique que Warren Buffett est en disant qu'ils se moquent d'eux parce qu'ils sont différents et nous sommes pareils. Voilà. Absolument. Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha. Il est un homme d'affaires, investisseur et milliardaire américain. Grâce à des investissements en bourse, il devient milliardaire dans les années 1980. Très bien. Alors, d'autres informations sur l'origine de l'albinisme. Plusieurs gènes déterminent la quantité et le type de mélanine de chaque individu à l'origine de la couleur de notre peau, de nos cheveux et de nos yeux. Une mutation génétique héréditaire sur l'un de ces gènes peut provoquer l'absence ou la diminution du taux de mélanine. C'est le cas des personnes albinos. En 1960, après avoir vu des Noirs à peau blanche en Éthiopie, le jésuite portugais Balthazar Tell invente pour son récit de voyage le thème albinos à partir du thème latin albus qui veut dire blanc. Le thème sera adopté en français en 1771 dans le dictionnaire de Trévoux. L'albinisme est dû à des allèles mutés du gène de la tyrosinase, ce qui n'est pas le cas
du 3.2. Les informations sur les gènes intervenant dans la pigmentation de la peau signalent qu'un autre gène que celui codant pour la tyrosinase intervient par la pigmentation de la peau. La prévalence de l'albinisme est plus importante dans certaines populations, notamment africaines. 1 sur 12 000 aux États-Unis, chez les Afro-Américains, 1 sur 1000 au Niger et sur l'archipel finlandais d'Alan. Très bien. Merci pour ce retour sur le mot. Donc, albinos, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce que ce thème a évolué? Alors, autre chose, Nafissat? C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Nafissat. Alors, et justement, pour la protection, on en parle, c'est justement aussi pour cela que nous parlons des personnes vivant avec l'albinisme aujourd'hui. Comment mieux les protéger dans notre société, même si on se dit qu'ils ne sont pas trop nombreux, il faut quand même faire un travail sur nous-mêmes pour qu'ils puissent justement, comme Franck l'a dit, peut-être mieux s'intégrer, mais également que leurs droits soient mieux respectés. Franck. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui sort avec un pagne au cou comme moi? Une fois déjà? C'est pas, ça ne coupe pas les rythmes. Vous allez voir les Adja, les Kweda qui sortent avec une serviette. Oui. Et vous allez voir les Adja qui font tavola. Bon, mais ils ne font pas avoir le corps. Mais moi, je fais toujours ceci à cause de ma profession. Depuis que j'ai commencé ce combat pour le mieux-être des personnes atteintes d'albinisme, ça m'a permis de beaucoup comprendre par rapport à la protection de la peau. Ce qui fait que ma garde-robe, toujours, si je couds quelque chose, j'ai toujours un pagne qui accompagne. Lorsque je sors et il y a soleil, je prends mon pagne, je le déballe et puis je fais comme ceci. Je me protège comme ça. Donc, ça c'est simple, c'est basique. On peut utiliser ça pour pouvoir nous protéger. On n'a pas besoin de grands moyens. Aussi, j'ai peur d'oublier mon chapeau. Et c'est pourquoi je l'ai laissé dans la voiture avec mon épouse. Sinon, j'ai toujours un chapeau. Et c'est conseillé même de prendre le chapeau de Afiti Satola. Oui. Tout à fait. Donc, quand je fais le Joe, je porte ces choses ici. Donc, ça, c'est pour faire le beau un peu. Je suis à la télé, non? Il ne faut pas que je sois vilain. Donc, mais il y a le chapeau en raffia là, que nous devons avoir sur nous. J'en paie chaque jour peut-être, mais j'en achète aussi. Donc, il y a ça. Et à côté de ça, il faut avoir du beurre de karité sur soi pour pouvoir humidifier la peau. Mais normalement, nous avons besoin des crèmes solaires, ce qui coûte les yeux de la tête. Mais à qui le dis-tu? Ce qui coûte les yeux de la tête, et la plupart d'entre nous ne peut pas. Même moi-même, là, je ne paye pas les crèmes solaires. Parce qu'il en faudrait en moyenne 2 ou 3 par mois. Ouais. Bon, ça dépend de la peau. Tout à fait. La fragilité. Non, ça dépend du volume du pot de crème solaire. Bon, ça c'est vrai. Oui, si vous avez un gros volume, peut-être vous avez besoin de 2 ou 3 par an. Tout à fait. Si c'est les petits là. Les petits là, c'est vraiment pas. Donc, on a besoin de ça. D'habitude, il nous est conseillé de prendre les lunettes solaires pour nous protéger des rayons solaires. Je suis très, très indiscipliné en cela. À chaque fois que j'en prends, j'en perds aussi. Et donc, mais j'essaie d'éviter de sortir quand il a soleil. Surtout que j'ai devenu un peu chef maintenant. J'ai toujours quelqu'un à côté que... Qu'on peut envoyer facilement. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore ce niveau. Bon, pour les personnes qui n'ont pas encore ce niveau, j'ai déjà dit la protection, il faut la protection en paille, la protection avec le chapeau et aussi humidifier sa peau avec du beurre de karité qui est accessible. Qui est accessible quand même à tous. Et il faut aussi... je suis un bon champêtre. Quand mon papa est encadreur rural à la retraite, donc le champ et moi, on est amis, sauf que le soleil et moi ne sommes pas amis. Donc comment ça se passe? Moi, je vais au champ à 7h ou à 6h45. Je commence par s'appeler jusqu'à 9h. Je suis dehors. Et je retourne à 17h, 17h30. Et figurez-vous, et je vais adresser ceci aux parents,
dans mes écrits, c'est là, c'est sur Internet, j'ai écrit beaucoup de choses sur ça. Quand le soleil brûle, ce n'est pas le parent qui dit, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui dis qu'il fait soleil. De ce point de vue, je ne sais pas si vous étiez à la plage le lundi de Pâques passé, ou même si vous n'étiez pas à la plage, vous savez qu'il n'y avait pas soleil le lundi passé, le lundi de Pâques, du moins. Il y avait une pluie drue là, et après ça, il n'y avait pas soleil vraiment. Mais moi, j'étais à la plage avec les amis de l'église, et un ami m'a amené juste vers la plage, on était en train de parler. J'ai oublié mon chapeau à l'intérieur, mais je lui ai dit, attention, le soleil me brûle. Il dit, hein, soleil ici? Je dis oui. S'il y a soleil, c'est pas vous qui dites, c'est moi qui dis. Exactement. Donc, quand votre enfant dit qu'il a chaud, que le soleil le brûle, il ne faut pas le confondre à un paresseux ou à quelqu'un qui ne veut pas travailler au champ. C'est vraiment vrai. Bon, maintenant, quand vous passez sous le soleil aujourd'hui en tant que personne atteinte d'albinisme, vous avez vous prenez un coup de soleil, vous avez une brûlure de premier ou de deuxième degré, 2 ou 3 jours après, ça va faire des éruptions? Non, la peau morte. Ça va faire des métricures, les peaux mortes font partie. Mais comme maman a l'habitude de dire, ça combien de vous? Je dis, ça te range tout ça là, et ça attend que tu aies 25, 30, 35, 40 pour ressurgir. C'est ça. Parce que ça détruit la peau. Et quand vous vieillissez, à mesure que vous vieillissez, la peau s'effrite et se casse. Parce que la peau a de la mémoire. La peau a de la mémoire. Donc, ce n'est pas que vous êtes passé sous le soleil aujourd'hui, vous êtes guéri de ça, c'est fini. Non, ça vous dans roule quelques ça là. années. Et ça, dans quelques années, ça peut ressurgir. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix éviter les rayons solaires. Et si vous devez sortir, vous devez vous protéger. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Et Franck. ce qu'il dit est très pertinent parce que c'est l'autoprotection d'abord qu'il faut prendre en compte. Il faut arrêter d'attendre des autres. Et c'est ce que Oreste disait. C'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Bon, je dis nous-mêmes pas, je me sens impliqué. Mais les albinos eux-mêmes doivent se prendre en charge eux-mêmes. Il a dit ce qu'il faut faire. Il faut penser également à tout le temps avoir des chemises longues pour protéger jusqu'au bras. Peut-être des fois des gants, on nous le dit, des chaussettes ce qu'on appelle les barres là, pour protéger l'ensemble de la peau. Il faut veiller à se protéger. Après, il y a l'aspect juridique. C'est un travail qui est institutionnel à ce niveau pour que ceux qui posent des actes qui ne sont pas bénéfiques envers les personnes vivant avec l'albinisme répondent de leurs actes et pas de façon juste lénifiée. Ça doit être dur pour que les gens se rendent compte de la gravité de leur acte. Il y a aussi les prises de décision qui doivent être au niveau sanitaire. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de mettre en place des espaces, des centres de prise en charge d'urgence pour personnes vivant avec l'albinisme, il faut alors dans nos institutions qui existent sur le plan sanitaire mettre en place des dispositifs qui permettent que dès qu'ils arrivent, on puisse les traiter d'urgence et de manière efficace. Il faut former des médecins à la particularité de peau albinos parce que nous nous rendons compte que quand on perd le temps dans la procédure habituelle, on leur donne plus de douleur et de souffrance à vivre dans leur chair et dans leur âme. Et c'est ça qui est délicat. Opérer une personne vivant avec l'albinisme, ça coûte très cher. Il ne faut pas attendre le pire. N'attendons pas les statistiques. Parce que derrière des statistiques de l'extrême pour agir. Parce que derrière les statistiques, il y a des vies. C'est ce que je répète tout le temps. Il y a des vies, il y a des souffrances, il y a des larmes, il y a des familles, il y a 9 mois de transpiration, de douleur. Il faut qu'on comprenne que même si ce n'est pas aussi criard qu'en Tanzanie, qu'au Congo ou ailleurs, la préoccupation est là, urgente et nécessite qu'on agisse vraiment et dès maintenant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jamil. On va conclure ce plateau, Nafisat. Et plutôt Alilat, Nafisat de l'autre côté. D'accord. Je pense qu'on l'a assez dit, on a donné assez d'informations sur l'albinisme. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est de sensibiliser, c'est de s'informer. Il faut qu'on arrête la stigmatisation parce que ça peut venir à tout le monde. Même des parents qui sont noirs, même nous-mêmes noirs, on ne le sait pas
on pourrait faire des enfants, pourrait avoir des enfants qui ont l'albinos. Donc, il faut qu'on arrête de stigmatiser. Il faut qu'on s'informe, qu'on comprenne et qu'on continue la sensibilisation. Sensibilisation, je vais d'abord donner la parole à Nafissat. Oui, il faut beaucoup sensibiliser. Il y a beaucoup d'ignorants dans la société et ils transmettent ces ignorances-là aux enfants aussi. Ils ne cherchent pas à comprendre et qui les transmettent aussi à leur tour. Il faut se cultiver pour comprendre certains phénomènes de la vie. L'albinisme, c'est une maladie génétique et ce n'est pas un problème majeur. Donc, il faut sensibiliser les enfants, les adultes et il faut les amener à aimer, à intégrer les albinos dans la société. Franck, ça... Merci beaucoup. Merci. Alors, on parlait de sensibilisation et je sais que vous, Jamil, vous êtes justement dans la sensibilisation avec quelques photos. Je ne sais pas si on peut avoir la chance de voir une ou deux de ces photos, justement. Un mot dessus avant de conclure. Alors, moi, personnellement, je suis tout le temps dans ce processus de montrer que les personnes vivant avec l'albinisme ont le droit d'être comme nous parce que l'amour n'a pas de mélanine. Et ce qui compte, c'est justement de se rendre compte qu'une personne albinos peut aimer une personne qui ne l'est pas. Une personne vivant avec l'albinisme peut avoir des enfants, une personne albinos et des enfants noirs. Une personne albinos peut vivre avec d'autres types de personnes. C'est juste qu'on apprenne à s'accepter, à se respecter dans nos différences et surtout qu'on ne soit pas indifférent à ce qui arrive aux autres. Si autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a un drame qui se concocte autour d'une personne vivant avec l'albinisme, agissez, réagissez, défendez, montrez que vous êtes humain. Ce n'est pas après dire « Ah, j'ai vu qu'ils étaient en train de... » Non, qu'est-ce que tu as fait? Interpelle des gens. Si toi seul tu ne peux pas agir, appelle d'autres pour agir avec toi. La sensibilisation, ce n'est pas que nous qui y croyons, c'est aussi vous qui nous regardez. C'est aussi vous qui nous entourez. Et si vous rencontrez des personnes vivant avec l'albinisme qui ne se protègent pas du soleil, etc., parce qu'eux-mêmes, des fois, ne savent pas et ne prennent pas en compte parce qu'on ne leur a pas dit, essayez d'être bienveillant, de leur dire « Ah, s'il te plaît, pense à protéger ta peau, ça va te permettre d'éviter telle chose. » De manière tout le temps bienveillante. Et c'est important de le dire une fois encore, les personnes vivant avec l'albinisme sont des humains à part entière. C'était la phrase que j'allais dire. En fait, ce sont des personnes à part entière, ce sont des humains à part entière. Donc, ils ont les mêmes droits. Ils ont droit, disons, à l'éducation, à la santé, tout comme nous autres. Essayons, peut-être qu'ils ont quelques difficultés au niveau de la vue, par exemple au niveau de la peau, mais essayons tout simplement de nous entraider dans la société, comme l'a dit Jamil, que je remercie, pardon. Jamil Mamagao, merci pour la présence. Vous êtes artiste. Horace Montondi était sur le plateau, photographe professionnel. Je suis avec Franck Moussa de Divine Connection Worldwide. Merci. Merci pour la présence et toutes ces informations sur donc votre travail. Alila Toudraman, merci. Nafissatou Hassani, merci. Il y avait également sur le plateau Félicien Edon, médecin. Chers amis téléspectateurs, nous espérons que vous avez eu assez d'informations sur le sujet et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine.